l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Pour que le lycée pro ne soit plus une orientation par défaut, redorer la filière professionnelle est un des grands chantiers du ministère de l'Éducation nationale. Parents pauvres de l'enseignement, eh bien la tâche est ardue. Comment penser le lycée professionnel de demain? C'est notre question du jour. Des jouets made in France, non genrés, créés avec des matériaux respectueux de la planète. C'est l'idée de Chou du Volant. On reçoit son fondateur en deuxième partie d'émission. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara nous parlera de ces manifestations contre les politiques scolaires sur les questions de genre. Et vous verrez qu'elles n'ont pas de frontières. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre actualité en bref. À la une ce soir, on commence avec Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale qui grimpe dans les sondages. Il se hisse même à la 3e position des personnalités politiques préférées des Français dans un sondage Odoxa mascaré pour Public Sénat et la presse régionale. Derrière Marine Le Pen et Édouard Philippe qui reste la personnalité politique préférée des Français. Voilà l'analyse de Gaël Sliman, président d'Odoxa. Gabriel Attal est déjà pressenti comme un bon candidat pour 2027 par 29% des Français, ce qui en fait le dauphin d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, justement, qui continue à caracoler en tête des sondages, puisque 50% des Français interrogés le voient comme un bon successeur du président Emmanuel Macron. Alors, comment expliquer ce bond de 11 points dans les sondages de Gabriel Attal? Deux sources d'explication. La première, eh bien, c'est le traitement de l'abaya et son interdiction à la rentrée qu'il a placé dans une dynamique de renforcement de la laïcité à l'école. Et puis, la deuxième séquence de la rentrée, c'est évidemment la séquence du harcèlement avec un travail jugé rapide, efficace par les Français. Mais il faut le dire, la route est encore longue avant 2027. De harcèlement, il est question tout de suite dans la suite de votre actualité. En bref, à 24 heures de la présentation du plan de lutte contre le harcèlement à l'école par la Première ministre et ses équipes, Gabriel Attal, lui toujours, dresse un bilan des fameux courriers de réprobation envoyés par le rectorat de Versailles. Vous savez, on en parle depuis quelques jours, ça fait polémique, notamment sur cette affaire de l'enfant harcelé dont les parents avaient reçu ce courrier de réprobation. On parle, explique Gabriel Attal, d'un courrier appelé courrier de réprobation qui est adressé à des personnes lorsqu'il y a des menaces, parfois des menaces sur l'intégrité physique d'agents de l'éducation nationale. Vous le savez, des parents d'un élève harcelé qui a mis fin à ses jours à la rentrée avaient reçu un tel courrier. Sur 120 courriers envoyés sur l'année scolaire 2022-2023 par l'Académie, le rectorat de Versailles, 55 posent problème selon Gabriel Attal, l'ex-rectrice de Versailles qui s'était excusée, on en parlait hier dans le grand JT, avait expliqué que ces envois étaient automatisé. Et puis pour clore cette séquence Gabriel Attal, notons que le Conseil d'État a rejeté hier un deuxième référé contre l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Voilà le communiqué du Conseil d'État. En l'état de l'instruction, le juge des référés estime qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'interdiction décidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Voilà pour le communiqué du Conseil d'État. Plusieurs organismes avaient d'ailleurs saisi ce conseil. L'association La Voix lycéenne, l'association Le Point Levé et le syndicat Sud Éducation. Pour motiver son rejet, en fait, le Conseil d'État explique que l'abaya est bien un vêtement religieux et il en tient pour preuve des discussions engagées avec les élèves qui pointent du doigt l'aspect religieux de ce vêtement. Reste donc que c'était un jugement référé, c'est-à-dire de manière très rapide. Une instruction est toujours en cours pour un jugement de fond. Et cette fois-ci, la réponse devrait arriver dans les semaines à venir. On va terminer ce journal avec un fait divers assez triste, il faut le dire. Ça se passe en Isère, à l'école élémentaire commandant Cousteau, à Chavanoz. Un cambriolage a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche et tout le matériel informatique a disparu. Rétroprojecteurs, ordinateurs, tablettes, tout a été volé. Pour un préjudice tout de même de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Colère au sein de l'établissement, explique le maire, d'abord parce que la colère est du côté des enseignants et du directeur, car ils font beaucoup pour nos élèves, première déclaration. Et puis une seconde déclaration, la colère est aussi du côté des parents qui ont du mal à comprendre comment on peut s'en prendre à une école et au matériel qui sert à leurs enfants. Voilà pour cette actualité en bref. Tout de suite, vous retrouvez évidemment la suite de votre grand JT avec Virginie Guillaume.
parler, je suis ravie d'accueillir Alexandre Portier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député des Républicains du Rhône, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci d'être sur ce plateau. Un habitué, Pascal Vivier, bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous, Pascal, secrétaire général de SNETA FO. La réforme de la voie professionnelle. C'est bien parce qu'il suffit que je prononce ces mots et j'ai un petit rictus, même qui n'est même pas maîtrisé par Pascal Vivier. Déjà, ça vous fait bondir? Ça me fait pas bondir. Juste, ça m'énerve. Non plus. On a une chance. C'est le président de la République. Si on n'avait pas cette focale, si on n'avait pas ce coup de projecteur sur l'enseignement professionnel, peu de gens en parleraient. C'est une chance. Mais je voudrais pas que ça en devienne un poids. Et je voudrais que derrière les mots, il y ait des réalités concrètes qui ne détruisent pas ce qu'on réussit et qu'on démarre d'un diagnostic partagé. C'est pas le cas. Donc je dirais réforme mal ficelée, mal comprise et mal entendue sur le terrain. Alors, des mots très importants parce qu'on a parlé de diagnostic, donc de constat, si je comprends bien, et effectivement de réforme. Reparlons du constat et des diagnostics. Selon vous, Alexandre Portier, la voie professionnelle, quelle est-elle aujourd'hui, à la filière? C'est pas une petite voie, c'est-à-dire qu'on en parle toujours malheureusement en fin de programme. Oui, c'est un tiers des étudiants, comme vous l'avez dit. C'est 2100 établissements en France. On en parle toujours en bout de programme politique, ce qui, moi, me dégoûte, alors que la voie professionnelle devrait desservir les filières les plus importantes dans l'économie d'un pays. Se former, c'est toujours se former à un métier. Il n'y a pas de filière qui se forme davantage, précisément, à la vraie vie, à la vie active, que la filière professionnelle. C'est pour ça que vous dites qu'elle devrait être la plus importante? Pour moi, ça devrait être la voie centrale. Et aujourd'hui, tout concourt à en faire une voie de garage. Et même dans les dernières annonces d'Emmanuel Macron, dans la réforme actuelle, il y a une forme de pis-aller, une forme de mépris institutionnel en disant on fait parce qu'il faut faire, mais finalement pas de réforme de fond, pas de volonté de renverser la table et d'en faire la voie centrale non seulement de l'appareil de formation, mais aussi du pays, tout simplement. Pour autant, les mots sont totalement inverses. Au contraire, c'est vraiment, on cherche à une vraie réforme de la voie professionnelle pour en faire une voie justement qui soit plus une voie de garage. Pour quel objectif ? Il n'y a aucun objectif annoncé. Vous savez qu'en 1985, le ministre de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, avait décidé la création du bac pro. Il avait donné un objectif. C'était l'augmentation de la qualification des salariés de ce pays pour avoir une industrie à niveau. Aujourd'hui, je n'ai pas cet objectif. On nous dit l'enseignement professionnel est malade. Sûrement, mais partons déjà d'un diagnostic à partager et donnons-nous un objectif. Si j'avais entendu augmentation de qualification des jeunes, insertion, et l'insertion, elle a deux jambes. C'est l'insertion dans l'emploi ou l'insertion en enseignement supérieur. Si j'avais entendu participer à la réindustrialisation du pays, alors déjà, on aurait eu beaucoup plus d'allant parce qu'on aurait eu des objectifs à moyen et à long terme. Pour l'instant, je ne les ai pas. Donc le diagnostic dont vous parliez de départ, on ne va pas faire tout de l'exhaustif parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ici, et puis ensuite parce que j'aimerais qu'on parle surtout de la suite, à la fois de la communication du gouvernement, de ce que vous en pensez l'un et l'autre, et de ce qu'il faut envisager, faire, et ce qui se passe aussi, les propositions faites, notamment Sciences Po et autres, on va réagir. Mais la première chose, le diagnostic, quel est-il? Flagrant en tout cas. Le lycée professionnel est devenu le déversoir de toutes les difficultés d'une société. Donc c'est souvent des jeunes issus des milieux les plus pauvres. 75% des jeunes issus de l'immigration subsaharienne sont orientés en lycée pro, mais c'est également 75% des lycéens en situation de handicap sont dans les lycées pro. Avec aucune réforme de l'inclusion. Donc, avec aucune réforme de l'inclusion, en tout cas, nous, on n'a pas les moyens pour inclure absolument tous ces jeunes en situation de handicap, et l'inclusion devient une exclusion pour eux. Donc, à un moment donné, on n'en peut plus. Donc, si de dire ça ne fonctionne mal, oui, ça fonctionne mal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça, c'est à mettre sur la table et à discuter. Malheureusement, ce diagnostic, on ne l'a pas et on n'a pas d'objectif. 60% des décrocheurs sont en filière professionnelle. Oui. Pourquoi un tel attentisme? On le sait, ça. L'urgence est là depuis longtemps. En fait, on parle toujours de la réforme du lycée professionnel, mais on ne parle pas des causes. Et les causes, elles sont en réalité en amont. Elles sont dans le collège, qui aujourd'hui n'est plus un lieu d'orientation. La plupart des lycéens en voie professionnelle sont dans une orientation qui est d'abord subie. Il n'y en a que 10% qui en réalité choisissent vraiment d'aller en voie professionnelle. Et donc du coup, on y met tous ceux qui ont les plus grandes fragilités. Ça rend le premier échec aujourd'hui de la voie professionnelle. Deuxième échec, il est en matière d'insertion professionnelle. Il y en a 53% qui, après 2 ans
après leur bac, n'ont pas trouvé d'emploi. Donc, c'est-à-dire que leur formation ne débouche sur rien de concret. Et c'est encore pire pour ceux qui s'arrêtent au niveau du CAP, c'est qu'un quart qui trouvent. Donc, c'est une catastrophe. Et puis après, il y a la poursuite d'études où on pousse le lycée pro vers des BTS, mais combien réussissent réellement après 2 ans d'études à l'avoir, leur BTS? Même pas la moitié. Donc c'est un échec cumulé et un échec structurel qui, comme le disait Pascal à l'instant, est en réalité le fait d'un manque de volonté, mais manque de volonté de mettre le lycée professionnel au cœur de l'éducation et le prendre au sérieux, ce lycée professionnel. Ça devrait être une chance. Et aujourd'hui, on a à peine le tiers de nos lycéens en voie professionnelle. Quand on regarde nos voisins, et notamment les Allemands, c'est 86% de leur formation qui sont dans un objectif professionnalisant. Et ça montre bien qu'on continue à considérer que c'est une voie par défaut parce que finalement, ces jeunes qui ont des difficultés, il faut bien les occuper et qu'on ne veut pas réellement leur construire des perspectives. On n'a pas envie de faire de cette filière-là une filière d'excellence et qu'on masque derrière le mot professionnel une filière qui est considérée par nos élites et par les gouvernements successifs comme une voie de garage et rien de plus. Il me semble que vous avez interpellé la ministre, Carole Grandjean, à ce sujet. C'était en février dernier, sur le lycée professionnel, comme en parlant donc, de cette filière pro, de grand oublié du système. Avez-vous une réponse ? Malheureusement, une réponse technocratique, hors sol et finalement de façade. Moi, j'ai été très frappé dans toutes les visites que j'ai pu faire en lycée professionnel, dans ma circonscription ou en dehors, et notamment une visite à Montrouge où l'un des enseignants qui adore son métier, qui adore les gamins qui l'accompagnent tous les jours et qui me disait ce lycée professionnel c'est devenu un dépotoir, c'est-à-dire le lieu finalement où on pose des gamins sans vision, sans projet, sans cadre et sans envie de les faire avancer. Et c'est ça qui me met mal à l'aise avec les mesures qu'on a aujourd'hui, notamment la gratification. On a l'impression que c'est des miettes qu'on lance à ces jeunes finalement pour leur dire vous existez comme les autres, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous n'avez pas de débouché. Mais attendez, pardon de comprendre, je voudrais juste comprendre parce que quand vous dites dépotoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à des enseignants qui ne sont pas du tout convaincus, ni qui ont envie d'enseigner avec entrain, qui ont totalement lâché, ça veut dire quoi un dépotoir? Quand vous parlez par exemple des difficultés à recruter des enseignants, on a ces dernières années, à peu près 10 à 15% des postes qui finissent vacants à la fin des sessions de concours en mai-juin. Dans la filière professionnelle, on tourne cette fois-ci à 28%. Ça montre bien que les difficultés sont encore accrues dans ce domaine-là et que s'il y a bien une filière qui est encore moins attractive que les autres, c'est bien celle-ci. Et ça montre bien que le malaise est encore plus profond que dans le reste de l'éducation nationale et que sans doute, il n'y a pas du tout de stratégie, il n'y a pas du tout d'objectif et qu'on n'est pas capable d'expliquer aujourd'hui à quoi sert la filière professionnelle. Pas juste au sein de l'école, mais pour ce pays. Qu'est-ce qu'on en attend et pourquoi est-ce qu'on a une grande ambition pour celle-ci? Pascal Vivier, une réaction? J'aurais pas employé le terme de dépotoir parce que ça pourrait... C'est un terme que je rapporte. Hein. Oui, mais c'est moi, pas le vôtre. Non, je le rapporte. Mais je parle de réceptacle de toutes les difficultés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les jeunes qui sont en lycée professionnel savent qu'ils sont là par l'échec et ils l'ont intégré. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune issue. Si déjà dès le départ, quand on rentre à l'école, je ne sais pas si c'était le cas pour vous trois, je sais que vous êtes toujours enseignant ou pas? Non, vous l'êtes plus, non, député. Plus. Voilà, mais vous l'avez été, oui. De philosophie, je crois. Oui, tout à fait. Bon, donc on a tous suivi des études plus ou moins importantes. C'est pas toujours agréable. Tantôt on a envie de rester à la maison, tantôt on a envie de travailler, etc. Déjà, il faut avoir une sorte de motivation. Il faut avoir des parents qui vont bien, ce qui n'est pas toujours le cas encore plus. Encore moins la possibilité financièrement de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, au sport, à la culture et autres. Quand on est dans des enfants dont on parle, dans des filières professionnelles où effectivement tout est noir et on vous dit dès le départ qu'en fait t'es foutu, comment est-ce possible d'imaginer et d'entrevoir un avenir? C'est pas possible et c'est pour ça que nous on est convaincus d'une chose, c'est qu'on doit commencer très tôt à repérer des jeunes qui pourraient être en difficulté, les remettre à niveau et essayer mais pour les remettre à niveau, il faut se poser la question, à quoi sert l'école? C'est quoi le minimum commun? Et comment on le transmet? Cette question-là, pareil, elle est jamais traitée. On va faire des annonces et dire qu'on va faire de la découverte professionnelle au collège. Par qui? Dans quel but? Pourquoi? Découvrir d'autres talents? Non. Le collège, on le sait. Le collège transmet des savoirs académiques dont un grand nombre de jeunes n'apprécient pas ou en tout cas sont en échec. Donc il faut qu'on retravaille sur le collège. Et puis, pour faire un résumé, une réforme de l'enseignement professionnel ne peut s'entendre que si, en amont, on fait réellement une réforme du collège, qu'à la suite, on fasse une réforme de l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur court. Est-ce que, alors qu'on a des contraintes de Lisbonne à amener 50% d'une classe d'âge au niveau L3, est-ce qu'on garde le BTS? Est-ce qu'on fait
un bachelor professionnel L3 comme le DUT s'est transformé en BUT? Est-ce que les meilleurs élèves, on les amène, pourquoi pas, et en fonction de leurs compétences vers des écoles d'ingénieurs? Mais en tout cas, la réforme du lycée professionnel prise in extenso, elle ne pourra pas fonctionner si on ne traite pas des deux autres éléments que sont le collège et l'enseignement supérieur. Et quand vous parliez de décrochage, c'est toute la difficulté de partir d'un diagnostic partagé, de dire la réalité qui n'est pas forcément rose des lycées professionnels, mais quand on parle du décrochage, on l'associe tout de suite à lycée professionnel. Le décrochage, par exemple, il arrive en seconde sur des jeunes qui sortent de collège. Dire que le lycée professionnel est responsable du décrochage, non. C'est des gamins qui sont éreintés, qui n'en peuvent plus, qui viennent du collège. Qui ont déjà décroché, en fait. Qui, là, avant fin septembre, passent les évaluations de seconde, comme tous les autres, qu'ils soient en CAP ou en bac pro, et 40% d'entre eux sont en très grande difficulté d'écriture, de lecture et de comptage. Ça, c'est une réalité. On n'en est pas responsable. Donc, attaquons-nous aux causes. La question, c'est, oui, en partie le collège et le premier degré, mais la vraie question, c'est le débat central. Qu'est-ce qu'on attend de l'école et quel est le minimum qui fait qu'on arrive à se parler, par exemple, tous les trois autour de ce plateau? Quand on est ancien professeur de philosophie, donc qui se penche justement sur ce qu'est une société, ce que doit apporter l'école, qui sommes-nous au cœur justement, non mais les acteurs réels de ce changement possible, en tout cas de cette société, ce que l'on veut pour l'école, et qu'on est également député, en l'occurrence les Républicains dans le Rhône. Quelle action on a pour pouvoir essayer de faire bouger les choses et en tout cas se faire entendre là-dessus? Un député a plein de façons de se faire entendre, d'abord dans son mandat à l'Assemblée, en commission, dans l'hémicycle, aux questions au gouvernement, dans l'action qu'il a avec les établissements de son territoire. Bon, ça je l'entends, monsieur le député, mais ça, on peut parler tant qu'on peut, on le fait ici, on le fait ailleurs, ça pourra être repris, mais on sait bien que ça ne fait pas bouger les lignes. Quand je dis se faire entendre, dans le sens de faire bouger les lignes, de l'action réelle. Ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut aujourd'hui pour le lycée professionnel. Et on ne voit pas ce que veut le gouvernement. Moi, j'ai une petite idée de ce que je souhaite pour le lycée professionnel. Et je pense qu'on est un certain nombre aujourd'hui à avoir une autre ambition pour lui. Ce qui me frappe beaucoup, c'est une forme de cécité, finalement, de méconnaissance institutionnelle pour le lycée professionnel. On refuse de voir la réalité sociale qui est derrière, les élèves qu'on a dedans, leur parcours, leurs difficultés, et on nous a beaucoup parlé, par exemple, ces derniers mois, de mixité sociale. Et en réalité, s'il y a bien un endroit où il faudrait mettre de la mixité sociale, c'est dans le lycée professionnel, justement. Aujourd'hui, c'est le lycée des classes populaires, très concrètement. Je n'ai dans ma famille que des gens qui ont fait des CAP, donc je connais bien cet univers-là. Ça devrait être la machine à ascenseur social. Ça devrait être là qu'on construit justement l'élévation par le travail. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que toute la machine est grippée et renvoie dans des spirales d'échecs. Ça devrait être l'endroit où on construit une mixité de niveau aussi. Et en réalité, on y met les élèves que par défaut, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ça, si on veut avoir cette mixité, si on veut que ce soit un lieu de brassage et un lieu d'émulation, si on veut donner envie aux jeunes aussi de s'en tirer par le lycée professionnel et d'être convaincus qu'on leur fait confiance et qu'ils ont un avenir dans cette voie-là, il faut aussi qu'on diversifie les formations et qu'on y mette des formations qui réussissent. Et je pense qu'au-delà de la refonte de la carte des formations qui est proposée aujourd'hui, c'est aujourd'hui une vraie réflexion sur les frontières entre le lycée pro et le lycée techno, par exemple, qu'on devrait avoir, pour y basculer des formations industrielles beaucoup plus en nombre et qui permettraient d'apporter justement un meilleur équilibre social aussi. C'est possible ça, envisageable ? Tout est possible quand on part de la réalité. Ça, j'y crois. Donc une réforme, elle est possible, elle est attendue. Donc nous, on la souhaite. Celle-ci, je ne vois pas où elle nous amène. En tout cas, on doit travailler l'orientation. On ne doit pas imposer à un jeune d'aller dans une formation dont il n'a pas envie, quand bien même elle serait insérante. On ne doit pas se limiter à des formations uniquement sur les territoires. Et quand le président de la République annonce la fermeture de 15% des formations, c'est qu'essentiellement ce sera le tertiaire. Et je me rappellerai toujours Jean-Michel Blanquer qui avait décidé de fermer la moitié des formations GA, pour être clair, secrétariat, comptabilité. Et je l'avais mis en garde en lui disant, vous allez voir, vos recteurs vont transformer ces secrétaires comptables en vente commerce. Et là, on va nous faire la même chose. Tant qu'on ne nous dit pas vers où on veut aller, vers quelle industrie. Vous savez, derrière les grands mots, on parle de métiers d'avenir, mais ça fait 20 ans que j'entends parler de métiers d'avenir. Moi, je veux on oriente les élèves. Oui, mais moi, je veux des nouveaux diplômes, et des diplômes qui fonctionnent. Par exemple,
exemple, le CAP petite enfance. On a vu tous les problèmes qu'il y avait à cette rentrée sur les crèches et la maltraitance au sein des crèches. Il faut savoir que je n'ai qu'une place pour 3 demandeurs et qu'on m'ouvre pas de section. Quand il nous manque... Pourquoi, pardon? Pourquoi? Parce qu'on en a... Puisque vous alertez là-dessus. Mais je crois qu'on n'en a pas envie. Mais parce qu'on ne fait pas confiance à la filière pro? Qui dans ces cas-là, placerait-on comme étudiant, justement, pour ce type de métier? Mais ils le demandent. Les jeunes le demandent. Ils sont refoulés. Et ils finissent où? Dans des sections où ils n'ont pas envie. Donc ce sont des élèves qui sont orientés à l'échec. Mais donc pour la petite enfance, on ferait quoi? La petite enfance, déjà ouvrir des places. Non, mais les étudiants en filière générale, c'est ça, pour faire ce type de métier-là? Pourquoi on ne ferait pas confiance à la filière générale? Oui. Ceux qui n'ont pas petite enfance finissent dans des métiers du tertiaire où on dit qu'il y a peu d'insertion. Et là, les régions sont aussi fautives. Je prends l'inverse, Pascal Vivier, parce que c'est très important, je trouve ça très intéressant comme exemple. Vous parlez du CAP petite enfance. Si on ne prend pas ceux qui sont en filière professionnelle, qui sont justement dédiés à cela et qui pourraient très bien aller vers ce CAP-là, qui prend-on comme élève pour aller vers ce type de CAP? Mais on prendra les élèves... Alors, on prendra des élèves qui voulaient y aller, mais qui sont orientés ailleurs et où ils ont le sentiment encore plus d'être en échec. Donc qu'on bouge des formations, c'est possible, mais qu'on ouvre déjà des formations qui sont insérantes. Je pense aux chauffeurs poids lourds, il nous manque 8000 chauffeurs de ramassage scolaire en France. Ça, cette rentrée, personne n'en parle. Bien, imaginez on en a parlé sur ce plateau plusieurs fois. Et à chaque fois que je demande une ouverture, on me la refuse. Et puis après, il y a les métiers d'avenir. De quelle industrie on veut à 10, 15 ans, de quel citoyen on veut également, et quel nouveau diplôme. L'éducation nationale a une grande maladie, savoir fermer des classes, savoir fermer des formations. Mais elle ne sait pas faire une chose, c'est ouvrir de nouveaux diplômes. Nous, on n'arrête pas de solliciter des nouveaux diplômes. Par exemple, dans le grand âge, on sait que la question de la dépendance sera une question politique pour les années à venir. On m'ouvre rien dans le grand âge, on m'ouvre rien. Mais c'est également vrai pour les aides-soignants. Mais après, tous les métiers liés à l'industrie, quand vous regardez les chantiers navals à Saint-Nazaire, ils sont obligés maintenant d'ouvrir leur propre école, de recruter des jeunes filles en soudure, on les forme pendant 2 ou 3 mois, elles sont plutôt bien rémunérées. Pourquoi dans l'éducation nationale, j'ai pas ces formations? Pourquoi on ne les ouvre pas? Mais pourquoi des jeunes filles particulièrement? Ils choisissent les jeunes filles parce qu'apparemment, elles sont encore meilleures pour faire de la soudure que les garçons. D'accord. Un métier qui était genré, qui fonctionne plutôt bien. Bon, ok, très bien. Mais enfin, en tout cas, ce qui prouve bien, effectivement, qu'il y a un vrai problème d'orientation dès le départ. Il y a un problème d'orientation dont vous parliez au collège. Si on continue à parler, effectivement, des BTS qui ne s'ouvrent pas et d'autres formations qui ne s'ouvrent pas, d'autres ont ouvert, en revanche, leur proposition, leur formation à la voie pro, à l'instar de Sciences Po. J'aimerais votre réaction là-dessus. Communication, politique? Écoutez, l'ancien directeur de Sciences Po, c'était Richard Decoing. Donc le nouveau directeur nous fait du Richard Decoing 2.0. Il avait déjà testé sur les élèves ZEP. Vous savez, nous, on croit à la méritocratie républicaine. Et puis, ça concerne combien d'élèves? 15. 15 élèves. À la sortie du bac pro, j'en ai 130 000. 130 000 dans les régions, dans les provinces, qui ne s'intéressent pas du tout à Sciences Po. Donc que Sciences Po s'ouvre, c'est une bonne chose, mais les communications, les publicités à 2 balles et à pas cher, écoutez, je les regarde avec bienveillance, mais juste à la hauteur de ce qu'elles sont. Moi, maintenant, c'est pourquoi les jeunes ne vont pas en BTS, pourquoi on n'adapte pas la pédagogie en BTS pour qu'ils aient de meilleurs résultats, pourquoi on ne les amène pas. Ce pays manque de techniciens, plus encore que d'ingénieurs, et on ne les forme pas pour demain. Rien contre l'ouverture, effectivement, de Sciences Po, mais parlons du reste, si je comprends bien. Carole Grandjean avait annoncé vouloir donc rapprocher la filière pro du monde du travail. Est-ce que déjà c'est une bonne idée, Alexandre Portier? Et est-ce que vous êtes pour ou contre l'allongement du délai de stage? Il y a 2 questions là. Oui. Se former, c'est toujours se former à un métier. Donc quand on met nos jeunes au plus près du concret, qu'on leur permet de savoir ce qu'ils veulent faire et aussi ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que dans le parcours d'orientation, il y a aussi la rencontre avec ce qu'on n'aime pas faire. Il faut arriver à se découvrir, à découvrir ses affinités. Donc à chaque fois qu'on a des occasions qui sont données aux jeunes comme ça, d'apprendre ce qu'ils veulent faire, c'est toujours une bonne chose. L'allongement de la durée du stage,
Pourquoi pas? Moi, ce qui m'embête le plus, c'est cette impression d'une année de terminale à 2 vitesses qu'on est en train d'installer, avec beaucoup de paramètres qui sont quand même assez flous, notamment le jeu des options, dont on ne comprend pas sur quelle base de programme, dont on ne comprend pas si ça va être évalué. Ça donne une impression d'impréparation et qu'on bouge les paramètres tous les 2-3 mois avec des annonces qui font perdre la cohérence globale de cette réforme petit à petit. D'autant plus que, pardon de vous couper, mais c'est vrai que cette annonce, elle a été faite à la fois pour puis contre. C'est-à-dire qu'à la fois, on rallongeait le délai des stages, puis maintenant, ils reviennent sur cette décision. Donc, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que vous avez une réponse déjà à ça? Alors, on n'en sait rien, mais on va le savoir avant la Toussaint. Des arbitrages vont se faire. En revanche, je peux vous dire une chose, c'est que quand on place nos élèves déjà 22 semaines en entreprise, et nous, on les place essentiellement dans le premier employeur de France, c'est-à-dire les petits commerçants et les artisans de nos villages et de nos petites villes. Pas un nous dit il est nul dans son métier. En revanche, tous nous disent il ne sait pas lire une consigne, il ne sait pas la comprendre, il a des problèmes de civilité et il est enfant. Et on oublie ça. Savoirs fondamentaux, citoyenneté. Je vous en prie, Alexandre Portier, est-ce que je vous ai coupé? Ce qui m'inquiète n'est pas qu'on augmente le temps en entreprise. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on réduise le temps à l'école. On a aujourd'hui un bac, un lycée qui est plus court que par le passé. On est passé à 3 ans. On a des jeunes qui arrivent aujourd'hui en fin de terminale en étant moins matures que par le passé. C'est ce que disent tous les employeurs et sans maîtriser tous les fondamentaux. Et on le disait tout à l'heure, les élèves du lycée professionnel sont souvent ceux qui ont les plus grandes difficultés sur ces bases-là. Et on ne peut pas être un bon salarié, un bon chef d'entreprise, si on ne sait pas lire un bon de commande et si on n'est pas à l'aise avec des notions fondamentales de mathématiques. Et j'ai l'impression que dans cette réforme, on sacrifie ces bases-là. Et puis c'est une logique de confiance aussi. Comment fait-on pour avoir confiance en soi face à un employeur lorsqu'effectivement on ne maîtrise pas les bases? C'est quand même la première des particularités. Vous avez mentionné aussi quelque chose qui m'a vraiment interpellée et j'avoue, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas choisir d'option en filière pro. J'ai été estomaquée. Enfin, comment est-ce possible ça? Alors, jusqu'ici, mais le gouvernement nous a indiqué vouloir faire évoluer... non mais d'accord, mais comment c'est possible? Ce n'était pas le cas avant. Ça revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une forme à la fois de mépris institutionnel, de pis-aller, c'est-à-dire qu'on laisse le lycée professionnel dans son coin et on s'en soucie peu. On n'a pas la même ambition et la même exigence pour le lycée professionnel que pour le reste du lycée. Et des fois... J'avais interpellé d'ailleurs la ministre sur ce point, je crois qu'elle n'avait pas trop aimé, en disant je pense que si on avait des enfants de députés ou des enfants de ministres en lycée professionnel, on s'en soucierait un petit peu plus et on aurait un petit peu plus d'ambition et on serait capable justement de diversifier les filières et de les traiter au sérieux aujourd'hui. Est-ce que vous parliez de Sciences Po tout à l'heure? Oui. Si la moitié des élèves qui sortaient de Sciences Po 6 mois après n'avaient pas de boulot, je peux vous dire que ce serait un scandale d'État. Voilà. Sauf que 6 mois après, ils sont à 90% d'insertion. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Et la façon qu'on a aujourd'hui de traiter les lycées professionnels n'est pas à la hauteur de ce qu'il représente pour notre pays et aussi de ce qu'il peut nous apporter. On a l'impression que le gouvernement le prend comme un fardeau, comme une contrainte, comme un paramètre technique à gérer pour pas que les jeunes soient trop en colère. Donc on met une indemnité de stage, on met un petit peu plus de dispositifs d'accompagnement sur le décrochage, de la cosmétique, mais sans avoir l'envie finalement d'en faire une force vive. Mais est-ce que c'est aussi la première fois depuis longtemps quand même qu'on s'y intéresse réellement ? Parce que j'ai l'impression, et vous le disiez déjà en début d'échange, qu'Emmanuel Macron, effectivement, avait, avec Jean-Michel Blanquer, et puis maintenant aussi Pape Ndiaye, mais puis maintenant Gabriel Attal, l'envie de se pencher sur ce problème. Il aura fallu 6 ans. Et surtout avant les présidents. Donc, différents présidents. Il aura fallu, et puis il a été ministre aussi quand même en charge de l'économie. Donc 6 ans pour se pencher sur le lycée professionnel avec un ensemble de mesures cosmétiques additionnées les unes aux autres sans aucune cohérence, ça laisse tout le monde sceptique, aussi bien du côté syndical que politique. Une réforme qui, quand même, avec de vraies dépenses de l'État à ce sujet, mais toujours sans professeurs, avec un problème de revalorisation et un problème de nombre de professeurs. Tout ça avec le pacte enseignant qui est sous-jacent. Un petit mot là-dessus et après je vous laisse. Bon, écoutez, en 20 ans, on a perdu la moitié des professeurs titulaires. Et il faut savoir qu'en lycée professionnel, c'est l'endroit où il y a le plus de professeurs contractuels. On est à plus de 20% de professeurs contractuels qui n'ont pas forcément bénéficié d'une formation qui est spécifique. Notre pédagogie, quand bien même elle peut être exigeante, elle est vraiment différente de ce
de la façon dont on enseigne au collège ou au lycée. Quant au pacte, écoutez, le pacte, ce qu'on observe, c'est que ce sont essentiellement les professeurs contractuels qui gagnent 1 400 € net par mois, qui s'en chargent parce qu'ils ont besoin de compléter leur salaire. Bon, tout ça, je ne dirais même pas de bonne intention. Je pense à la gratification, par exemple, sur laquelle nous étions plutôt favorables. Quand on voit comment elle finit, où finalement 95% de nos jeunes arrivent au bac à l'âge, c'est-à-dire mineurs, eh bien cette gratification va arriver directement aux parents. Est-ce qu'on imagine un apprenti qui ne toucherait pas son salaire et qu'on donnerait aux parents? Donc une bonne intention, travailler sur l'estime de soi pour des jeunes, et au final, une bourse détournée. Donc voilà, on a 1 milliard sur la table, mais qui sont dépensés inutilement, sans vouloir écouter ni les parents, ni les entreprises, ni les enseignants. Merci Pascal Vivier. Je vais malheureusement arrêter cette discussion alors que j'aimerais qu'elle dure des heures sur le lycée pro. On en parle souvent, mais c'est un vrai sujet et qui vous intéresse tout autant, Alexandre Portier. Et on est ravis de vous recevoir sur ce plateau, député des Républicains du Rhône, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau pour nous parler aussi de tout ce que vous faites dans le Rhône. Et puis Pascal Vivier, la suite aussi, hein. Évidemment. Donc, il y aura des annonces faites et refaites, on le sait. Donc, on vous reçoit quand vous le souhaitez. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation. Alors aujourd'hui, nombreux sont les jouets en plastique stéréotypés et genrés à destination des enfants. Mais tout ça, c'est à l'opposé de la marque Chou du Volant, à la carte des bascules, des porteurs, des draisiennes pour développer le sens de l'équilibre, la motricité, l'éveil et l'imagination des bébés. Pour cela, j'accueille Jean-Marc Gomez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de cette marque, Chou du Volant, une marque de jouets en bois, évolutif, transformable et fabriqué en France. Pourquoi avoir créé cette marque Chou du Volant et pourquoi d'ailleurs ce nom mignon, Chou du Volant? Alors Chou du Volant, c'est un petit peu un nom un peu marrant, un peu rigolo. L'idée, c'était d'être un petit peu dans l'univers des fous du volant. Ce dessin animé, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est un jeu de mots avec les chouchous, les petits choux, les bouts de choux. Voilà. Donc c'était une association un peu rigolote pour que ça interpelle un petit peu les uns et les autres. Alors, ça, c'est pour le nom, effectivement, mais aussi pour le choix des jouets qui sont éco-responsables, qui sont non genrés, qui sont à l'inverse de ce qui se trouve aujourd'hui dans les magasins. Oui, alors l'idée, en fait, c'est Chou du Volant, c'est une jeune marque, une nouvelle marque. Donc, quand vous arrivez sur le marché et si vous faites la même chose que ce que font les autres, alors qu'ils ont beaucoup de moyens financiers, humains, techniques, ils fabriquent à l'autre bout de la planète. Si c'est pour faire la même chose qu'eux, ça va pas le faire, quoi. Donc il faut absolument avoir une proposition de valeur qui soit un petit peu disruptive, qui soit un petit peu différente de ce qu'ils font pour pouvoir espérer exister. L'idée était là, en fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie, outre le fait que ce soit tout en bois? Alors en fait, Chou du Volant, on fait en fait des objets qui sont bien présents sur le marché, comme vous l'avez dit, des bascules, des porteurs, des draisiennes. Donc il y a une nouvelle gamme là qui va arriver, je pense, pour Noël aussi. Donc ce sont aussi des jouets bien présents sur le marché. Mais en fait, ce qui nous différencie, c'est la conception qui est radicalement différente en fait. La conception, c'est on entend beaucoup parler d'éco-conception, de jouets responsables, mais là, on a une conception de type modulaire ou en plateforme partagée, on peut expliquer ça comme ça, avec des objets minimalistes. C'est-à-dire qu'à partir de cette conception un petit peu différente, on va pouvoir avoir des objets avec des qualités qui vont être différentes. On va avoir des objets qui vont être évolutifs, qui vont être transformables, qui peuvent s'assembler avec d'autres objets. Ils sont bien évidemment réparables et démontables. Tout ça, c'est des propriétés ou des qualités que les jouets n'ont pas beaucoup sur le marché, en fait.
Alors évidemment, vous dites minimaliste, on pense au Lego, on pense aussi aux petites briques en bois toutes simples, Jenga et autres. Mais les enfants souvent se dirigent vers tout ce qui est très coloré, très ça déborde de partout. C'est souvent le jouet dont on ne veut pas, hein, qui n'est pas forcément très joli, mais qui plaît beaucoup aux plus petits. Comment vous arrivez à concilier les deux pour qu'à la fois ça plaise et à la fois que vous rentriez dans votre éthique ? Alors, l'idée, c'est avant tout des jouets pour les enfants, bien évidemment, mais c'est aussi pour les parents. Je conçois les jouets comme des objets déco, en fait. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui soit possible à mettre et joli dans le salon des parents. Donc, c'est vraiment un objet aussi déco. C'est bien évidemment pour les enfants, mais avec cette vision de jouet déco, on peut le laisser traîner dans le salon et il ne fera pas tâche, on va dire ça comme ça. C'est facile de concilier le Made in France avec les prix abordables ? C'est compliqué le Made in France. Le Made in France est bien évidemment compliqué en termes de coûts de fabrication. Alors l'idée aussi par rapport à la grande majorité en fait des fabricants de jouets, c'est d'avoir un business model où je privilégie en fait le fait que les ventes vont se faire via une boutique en ligne, via la boutique en ligne de Chou du Volant. Donc vous n'avez pas d'intermédiaire, vous êtes en relation directe avec les clients et là la marge elle est chez vous. Si vous essayez de faire du Made in France en passant par les réseaux de distribution classiques, avec un revendeur, voire deux, un grossiste, etc., alors qu'eux fabriquent majoritairement en Asie, c'est pas possible. Les coefs que les revendeurs ou les distributeurs vous demandent ne sont pas compatibles avec le Made in France. Oui, je comprends tout à fait. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Marc Gomez. Évidemment, on va se pencher sur la plateforme Chou du Volant et aller voir tous les jouets que vous proposez pour petits et grands, si je comprends bien, puisque ça peut faire objet de déco, comme évidemment jouets pour les enfants. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Gomez. Merci. Merci à vous. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Guillaume Ouattara. Pour cette chronique vue à l'étranger, je vous propose de voyager en Belgique, en Suisse, au Canada et même en France. Alors, c'est pas un voyage qui va faire forcément plaisir, hein. On va pas faire du tourisme, mais on va aller à la découverte des cours d'éducation sexuelle de ces différents pays qui ont du mal à passer du côté de l'opinion publique. D'abord en Belgique, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais les faits sont en train d'évoluer. La controverse, elle porte autour d'un programme qui s'appelle l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Le programme Evras. Alors ce programme, il vise à répondre aux questions sensibles des élèves des classes du 6e primaire, c'est le CM2, et du 4e secondaire, c'est l'équivalent de la seconde. Et c'est 2 heures de cours par an. Alors depuis le début de la nouvelle année scolaire, ce programme, il génère une vive opposition sur les médias sociaux. Ça vient de milieux ultra-conservateurs, associations islamiques et groupes catholiques traditionnels qui ont lancé des appels à manifester. Ils reprochent en fait une forme de dogmatisme qui existerait au sein de ces programmes, notamment sur les questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle. À ce jour, 1500 opposants se sont déjà rassemblés à Bruxelles lors d'une manifestation qui a eu lieu dimanche dernier. La ministre francophone de l'Éducation là-bas, Caroline Désir, elle est en première ligne et elle a démenti la volonté de manipuler l'esprit des plus jeunes. Voilà ce qu'elle raconte. On ne va évidemment pas encourager une hypersexualisation chez les jeunes, ni susciter une orientation sexuelle ou une identité de genre. C'est complètement inadmissible de faire peur aux parents sur ce sujet. Rien n'y fait. Les manifestations, la controverse continue sur les réseaux sociaux et, plus grave, la contestation a laissé place à la violence puisque 8 écoles ont d'ores et déjà été vandalisées avec des tags qui étaient laissés sur les murs et qui ne laissaient aucun doute quant à l'origine de ces dégradations. Non à Evras. Il faut dire que sur les réseaux sociaux, toutes ces peurs sont alimentées par une horde de fake newsers, comme on pourrait les appeler, des distilleurs de mauvaises informations qui partagent des adresses d'établissements scolaires dans lequel on ferait des cours d'éducation sexuelle. Rien n'est prouvé, tout est évidemment complètement tiré, galvaudé. La ministre parle quand même d'actes terroristes et mercredi
mercredi 13 septembre dernier, la justice belge a ouvert une enquête pour incendie criminel. L'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace, a également été sollicité pour faire le point sur cette situation qui s'envenime. Voilà donc pour la Belgique. Mais il n'y a pas que la Belgique qui est touchée, puisque le Canada connaît lui aussi des manifestations autour des questions d'identité de genre. La dernière en date, c'était le mercredi 20 septembre, où des milliers de citoyens ont pris part à des manifestations pour opposer leur désaccord ou au contraire leur soutien envers l'approche des écoles concernant les questions liées à l'identité de genre. Deux sources de désaccord ou d'accord en fonction. D'abord, c'est la manière dont les établissements scolaires devraient traiter les questions relatives à l'identité de genre, ainsi que la manière dont les enseignants devraient communiquer avec les élèves transgenres en utilisant ou en n'utilisant pas les pronoms et les prénoms choisis par les élèves. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, pour résumer, certains parents disent que ce n'est pas aux élèves de choisir eux-mêmes les pronoms qui doivent être utilisés par les enseignants, là où d'autres parents d'élèves considèrent que c'est aux élèves eux-mêmes de choisir. Et pire, certains disent qu'il faudrait prévenir systématiquement les parents quand un élève décide de changer ses pronoms à l'école, alors que certains n'ont pas forcément fait ce coming out en famille. Toujours est-il que des manifestations géantes ont eu lieu dans les rues de Montréal notamment, où pro et anti-cours d'identité de genre ont défilé dans les rues, générant des affrontements qui ont conduit à des arrestations dans d'autres villes, Ottawa, Halifax, Vancouver et Victoria. Le Premier ministre Justin Trudeau a réagi de manière assez vive sur le réseau social X. Il explique que ce soit clair, la transophobie, l'homophobie et la biphobie n'ont pas leur place dans notre pays. Nous condamnons fermement cette haine et ces manifestations et nous sommes solidaires des Canadiens et Canadiennes de LGBTQI+, à travers le pays. Vous êtes valables et appréciés. Des propos forts donc de Justin Trudeau au Canada. On va terminer pas en France. Alors en France, on peut évidemment en parler, puisqu'en France, on se fait l'écho de tout ce qui se passe notamment en Belgique, et les sources de fake news belges sont en train d'irriguer la France. Mais dernier pays où il y a des contestations assez majeures, c'est la Suisse, à Genève, où c'est cette fois un cours d'éducation sexuelle et affective qui vise à renforcer les compétences des enfants en matière d'identité, d'intimité, d'expression des émotions et de recherche d'aide qui pose problème. Il y a une circulaire qui a été diffusée à Genève pour ce programme avec prudence, avec confiance. Le programme dirigé par 2 enseignants experts en santé et bien-être. L'objectif est de servir de promotion de la santé contribuant à la prévention des abus sexuels. Il y a donc un service de la jeunesse qui invite les parents à venir faire participer sur la base du volontariat des enfants à ces cours d'éducation sexuelle et émotive. Cette situation, elle a suscité une très vive réaction d'un collectif, le collectif Parents Suisses, avec plusieurs centaines de membres, donc il s'appelle aussi la TDG, 2000 sympathisants en Suisse romande, et ils ont fait très simple, ils simplifient la tâche des parents. En clair, si vous êtes un parent et qu'on propose à votre enfant de suivre ces cours d'éducation sexuelle, ce collectif propose une lettre déjà pré-rédigée pour pouvoir s'y opposer. Voilà donc, Canada, Suisse et Belgique, 3 pays dans plusieurs continents différents confrontés au même problème. En France, les débats sont un peu moins prégnants, mais ça n'est pas sans rappeler ce qu'il s'était passé à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, courant 2014. Ça s'appelait les ABC de l'égalité, et là aussi, on avait beaucoup entendu jaser. Reste à dire qu'en France, c'est l'inverse qu'on pointe du doigt. C'est le manque d'heures sur ces questions d'éducation sexuelle et le manque de moyens alloués à celles et ceux qui peuvent le faire. Mais si la situation se présente, on imagine que le débat sera tout aussi prégnant. Où est-ce que tu as grandi ? À Bar-le-Duc, en Meuse. C'est en Lorraine ? En Lorraine, voilà, une petite ville. J'ai toujours fait mes études là-bas, vécu là-bas, et en fait, je suis partie à 21 ans. Quand tu as gagné Miss France ? Exactement. Ton enfance là-bas, elle était comment ? Quels souvenirs tu gardes ? Des bons souvenirs ? Ouais, si, des bons souvenirs. On était très famille. Tu avais des frères, des sœurs ? J'ai un frère qui est plus jeune que moi, qui a 3 ans de moins, mais qui me dépasse de tête. Ça doit être immense, vu que tu es déjà très grand. Très voilà. Très famille, entourée de cousins, cousines. On aimait se retrouver. Après, là-bas, il n'y a pas grand-chose chez moi. Il n'y avait rien à faire ? Non, il n'y avait rien à faire. Donc, en fait, on se retrouvait entre copains, copines. Très jeune, j'ai voulu faire de l'équitation. Donc, en fait... Déjà, en fait ? Bah ouais. Bon, j'ai commencé quand même... Je dis très jeune, je voulais en faire, mais j'ai commencé que vers l'âge de 14 ans. Oui, mais c'est pas lié à la rencontre avec ton mari, en fait. Ah non, rien du tout. Ah non, depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est même un souvenir d'école, justement, ça.
T'en faisais à l'école? Non, mais en fait, un jour, c'est ma maîtresse de maternelle qui nous racontait l'histoire de Crin Blanc. Oui. Tu vois, je sais pas, je devais avoir 5 ans, quoi. Et elle nous a raconté l'histoire de Crin Blanc et je suis devenue amoureuse des chevaux. Grâce à elle, grâce à cette histoire, en fait. Et tu lui parles encore? À qui? À ma maîtresse? Bah oui. Non, je me souviens même plus de son nom. C'est surtout que depuis ce jour, c'est comme si j'étais tombée dans la marmite. C'est les chevaux qui n'y avait plus que ça. Hein. Il n'y avait plus que ça. Sauf que mes parents n'avaient pas les moyens. On n'était pas issus du sérail dans le domaine du cheval. Donc ils se disaient plus tard. Donc ils t'ont laissé attendre 10 ans. Ils m'ont laissé attendre, ouais. C'est bien resté en tête. Ah oui, j'ai pas lâché. Est-ce que tu étais têtue, justement? Ouais, justement, très têtue. Vraiment, j'étais mignonne comme petite fille. Hein, je posais pas de problème. Hein, franchement, je pense que j'étais la petite fille un peu idéale. J'étais toujours souriante, toujours joyeuse. Il n'y avait pas de problème. Mais oui, je sais que quand j'ai quelque chose en tête, en général, je le lâche pas. Est-ce que tu te faisais déjà remarquer pour ta beauté? Pas du tout. Ah bon? J'ai jamais... mais non, c'est pour ça, franchement, j'aurais jamais cru. Non, pas peut-être que dans le regard des autres, on me trouvait jolie. Je sais que petite... Tu devais être plus grande que toutes aussi. J'étais surtout très grande et très, très maigre. J'avais pas de forme. Donc je me revois... Ça faisait mannequin, physique de mannequin. Ouais, mais tu sais, quand t'as 14 ans, que t'as pas de poitrine, que t'es, on dirait un fil de fer, que tu fais un gala de danse dans un c'est même pas un juste au corps, facile, le truc, oui, c'est un juste au corps, là, le truc oui, bien sûr. Horrible, là, qui te colle à la peau, noire, où on a l'impression que t'es un poteau, tu te dis pas que tu es taille mannequin, hein, pas du tout, hein, franchement. Donc à quel moment ça fait son chemin dans ta tête? Bah franchement, tard, hein. Moi, quand je vois ma fille, là, qui vient d'avoir 18 ans, forcément, pour moi, c'est la plus belle. Et je me dis, j'étais loin d'être comme elle au même âge. Hein. Déjà, je me maquillais pas, je m'habillais comme un mec. J'étais toujours en jean basket. Non, mais pas de côté féminin. Tu vois, j'ai dû commencer à me maquiller sur le tard, à 18 ans. Mais je me revois là à la fac, je sais pas, j'avais juste dans ma trousse de toilette un mascara, quoi. Tu vois. Oui, mais ça change rien. La beauté naturelle, elle est là. Ouais, mais non. Après, c'est vrai que quand je faisais des galas de danse, un jour, j'avais eu comme appréciation très joli sourire et de la prestance. Donc peut-être que voilà, c'est quelque chose à ce moment-là. Donc de la danse, de l'équitation et de la peinture aussi. Ouais, j'adorais peindre à mes heures perdues. Ouais. Tu peins encore? Plus le temps. Mais ça me manque. Et mon fils, celui du milieu, a ce talent-là. Il est très manga, il dessine énormément et j'adore. J'aimerais bien retrouver le temps et de m'y remettre. Là, je suis plus dans la déco, tu vois. J'ai aussi cette passion-là. Retaper des appartes, des maisons, des choses comme ça. Mais du coup, peinture, j'ai fait beaucoup. J'aimais bien le dessin. J'adorais les arts plastiques. Ouais. T'étais quel genre d'élève, justement? Quelle matière tu aimais? Ça. J'ai eu un bac littéraire plastique, justement, parce que j'aimais beaucoup les arts, j'aimais la musique, j'aimais la littérature. J'étais tout sauf les sciences. Est-ce que tu étais dissipée, tu étais bavarde? Un peu bavarde. Comme toutes les filles, quoi. Comme toutes les filles, mais non, j'écoutais bien, j'étais sérieuse. J'étais pas genre d'élève à avoir des capacités, tu vois, du genre comme certaines ou certains qui ont la chance d'emmagasiner tout. Non, je travaillais beaucoup. Voilà. C'était toujours ça, élève sérieuse. T'étais bonne élève? Bonne élève, mais il fallait que je travaille. Parce que c'était pas acquis, quoi, en fait. Et à l'époque, tu rêvais de faire quel métier? Bah ouais, à l'époque, je savais pas trop... toute petite comme ça, j'arrivais pas trop à me projeter encore. Pas tellement. Et quand t'as réussi à te projeter, t'avais quel âge? Tu sais, quand tu arrives un peu fin du collège, quand on te demande un peu de trouver ta voie. Et là, c'était déjà l'animation, les médias? C'était déjà un peu les médias, oui, tout ça. Ouais. Et j'ai fait un stage un jour chez les pompiers. C'est drôle, hein, mais tu sais, un truc qui n'a rien à voir, mais tu sais, un petit stage audiovisuel où il faut que tu apprennes à utiliser une caméra, faire un montage et tout ça. Donc, du coup, je l'avais fait chez les pompiers et du coup, ça m'avait... Parce que tu sais, à mon époque, voilà, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas toute cette facilité de déjà réaliser des petits reels ou des choses comme ça. Donc, c'était à notre niveau, donc j'avais fait ça et je m'étais dit, ouais, ça me plaît. J'avais envie d'être dans le reportage, tu vois. Oui, dans le journalisme. Dans le journalisme. Dans la communication. Exactement. Donc justement, c'est les études que tu décides de poursuivre? Ouais. Médiation culturelle? Oui, il y avait que ça en Normandie, c'est chez moi. Oui, mais parce que j'habite aussi beaucoup en Normandie. Non, désolée. Ouais, non, en Lorraine. Communication puis audiovisuelle. Exactement, ouais.
Et là, tu es convaincue de ce que tu veux faire. À ce moment-là, tu sais que ça te plaît. Ah oui, vraiment. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Mais en même temps, c'est tellement vague tout ce que tu apprends pendant ces années-là que c'est une porte ouverte sur le milieu, mais tu sais pas trop dans quelle voie tu vas diriger. Tu vois, un truc incroyable, c'est que j'ai toujours aimé aussi jeune les films d'horreur. Et je me serais bien vue travailler dans les effets spéciaux, le maquillage. J'ai peur de la suite. Non. Mais tu vois, j'étais attirée par plein de choses, en fait. Est-ce que, justement, il y a un autre métier qui est animatrice qui pourrait te faire rêver ? Écoute, j'aime bien les enfants. Donc, encore ce matin, mon petit garçon, il me dit « Maman, pourquoi c'est pas toi ma maîtresse ?» Professeur des Ouais, écoles. professeur, parce que j'ai toujours aimé être avec les enfants. Ouais, ça m'aurait plu. Ou plutôt ADSEM, tu vois, faire tout ce qui est manuel à côté. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sophie Thalmann pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, on se retrouve demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Plus de 8 Français sur 10 jugent inacceptable la scolarisation partielle d'un enfant en situation de handicap. C'est ce que nous dit une étude d'Opinionway. Et pourtant, cette rentrée 2023, un enfant en situation de handicap sur 3 a sur 4 à moins de 6 heures de classe par semaine. Et pour 1 sur 5, c'est 0. Oui, exactement. Ce que dit Opinionway. C'est exactement. Concrètement, est-ce que la situation est en train de s'aggraver ? Alors, c'est une situation qui perdure. C'est pas s'aggraver parce qu'il y a des contextes et des événements qui sont différents d'année en année. Il y a eu le Covid, il y a le contexte social. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Donc, on peut dire que c'est une situation qui ne s'arrange pas. On a l'impression, en tout cas au niveau des familles, qu'on est en train de s'agiter, en train de mettre en place effectivement beaucoup d'engagements et beaucoup de dispositifs pour accompagner les enfants, mais ça ne fonctionne toujours pas. Vous avez récemment lancé Test Oui IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Merci pour cette belle introduction déjà. Test Oui IA, ça a été une idée qui a été lancée quand on a découvert avec beaucoup d'autres personnes en France et plus largement dans le monde ce que c'était l'intelligence générative et surtout la capacité de pouvoir l'utiliser très facilement grâce à l'interface mise en place par OpenAI en début 2023. Et on s'est dit on ne peut pas laisser cette opportunité filer, il faut qu'on puisse implémenter et utiliser et surtout mettre à disposition cette intelligence artificielle auprès de nos utilisateurs. Auprès de nos utilisateurs, que ce soit professeurs, et nos utilisateurs qui soient correcteurs. Et donc, en fait, ce qu'on a pensé, c'est faire un assistant personnel, si vous voulez, qui va permettre aux professeurs et aux correcteurs de pouvoir gagner du temps. Et donc, un petit exemple, tout simplement, le professeur, depuis notre interface Test Oui, lorsqu'il crée des questions, lorsqu'il veut organiser ses sessions d'examen, qu'il est un peu dans le rush, qu'il a un peu un manque d'idées, il va pouvoir demander au système de l'accompagner et de l'aider à générer des questions, que ce soit des QCM, que ce soit des QCU, que ce soit des questions type dissertation. Il va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de lui proposer des questions. Ça, c'est un des exemples. Un autre exemple, c'est on a un cours. Le professeur a déjà son cours qu'il a présenté à ses étudiants, qu'il va présenter à ses étudiants. Et plutôt que de réfléchir à faire des questions, il va pouvoir téléverser dans le système son cours, que ce soit en PDF, ou que ce soit en PowerPoint ou autre, et le système va lui générer des questions sur la base du cours qu'il a organisé et qu'il a écrit. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, grâce à l'intelligence artificielle, on va aussi pouvoir procéder à la correction assistée des copies des étudiants pour gagner du temps. Et derrière, l'idée, c'est que le professeur puisse passer plus de temps sur l'aspect pédagogique et explication auprès des étudiants, en fait. Si vous voulez, on peut faire un petit exercice qu'on trouve dans le livre, si vous voulez. Vous voulez bien ? Bon, alors, c'est la position du... Quand je suis pas au courant des impôts. Vous voulez pas faire le chien tête en bas? Non, on va faire un truc assis. Vous êtes en cours et vous pouvez faire la position du palmier assis. Vous entrelacez vos doigts et vous étirez vos bras au-dessus de votre tête avec les paumes tournées vers le ciel. Jonathan, vous avez le droit d'être solidaire. Oui. Dos droit, regard droit devant soi et on respire sur 5 temps. Bon, on va pas le faire, mais voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est bon, vous pouvez relâcher. C'est bon. Et vous respirez. En fait, c'est la respiration qui permet de se détendre également. C'est pas super discret en classe quand même. Non, mais vous pouvez faire les exercices chez vous, évidemment. C'est bien pour le bêtisier de l'émission, mais en classe, c'est pas génial. En classe, non, devant le prof de maths, non. Mais c'est avant que le prof arrive, par exemple, ou dans sa chambre, ou dans son salon, à l'abri des regards. Qu'est-ce que une APEI ?
J'aurais pu commencer par là. Alors, l'UNAPEI, c'est une association qui regroupe 350 associations sur tout le territoire, 330 exactement, sur le territoire et aussi en Outre-mer. C'est une association qui défend les droits des personnes, des familles, des personnes en situation de handicap, et notamment celles qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Et dans le trouble du neurodéveloppement, vous avez les troubles du développement intellectuel, vous avez des personnes qui présentent des troubles de l'autisme, vous avez des personnes polyhandicapées, des personnes avec des troubles psychiques. Effectivement, psychique, et vous êtes au final combien? 900 000? Oui, en tout, nous sommes 900 000 si on compte vraiment tout le monde dans notre grande association. Et ce sont des professionnels, ce sont des familles, ce sont des personnes accompagnées. Et voilà. L'histoire, vous la faites quand même commencer par l'antisémitisme, vous la faites commencer par les pogroms, par cet antisémitisme de l'Europe centrale et de la Russie, dans les shtetl, etc. C'est quand même là qu'il vient de là. Il vient de déplacements. Il a passé sa vie à voyager, c'est ce qu'il raconte, mais il a passé son enfance aussi à voyager. Et les voyages de son enfance sont celles qui sont liées à la question de l'antisémitisme. Donc on ne pouvait pas, selon nous, mettre cela de côté. Ça l'a construit, ça l'a déterminé. Il le dira donc à demi-mot de temps en temps quand il n'aura pas le choix, notamment quand il faudra témoigner pour une autre victime des pogroms. Et là, il avouera que lui aussi, pour pouvoir soutenir cette personne, dire que lui-même a échappé à un pogrom. Mais son rapport au judaïsme s'exprime surtout, et ça vient très très tard dans sa vie, dans son discours de réception à l'Académie française. Oui, c'est là où il reconnaît, est heureux de voir que cette part de son identité, qu'il considère comme une part qui pouvait potentiellement le vouer à une marginalité, soit reconnue comme étant une part d'identité tout à fait acceptable pour toute personne qui veut s'intégrer en France. Donc lui, il a les deux parts identitaires, l'identité juive et l'identité d'immigré, d'étranger, pour lui faire rentrer ces deux facettes de son identité à l'Académie, parce qu'il est le premier juif et le premier immigré à rentrer à l'Académie. C'est quelque chose de considérable. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Vous nous écrivez, on vous répond. Canal 217 sur les box Orange, canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Toute l'équipe de School TV ce soir, je remercie Romain Luc à la réalisation. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.